Merci à Supremacy World War III d'avoir sponsorisé cette vidéo. De A à Z, le monde secret a une histoire pour chaque lettre. Le chef des espions qui sabotait de l'intérieur le renseignement nazi. Le cadavre ayant trompé Hitler, le tunnel déjà connu du KGB avant même le début des travaux. La famille ayant vendu les codes navals américains pendant 18 ans et le criminel devenu le double agent britannique le plus célèbre. Voici le premier volume de l'encyclopédie de l'espionnage. 26 lettres, 26 entrées tirées de l'histoire du renseignement. Les histoires que vous entendrez dans cette vidéo se sont déroulées loin du champ de bataille, simplement des informations passant discrètement de main en main. Pourtant, ces échanges ont décidé de l'issue de guerre et renversé des gouvernements. C'est précisément l'avantage que le sponsor d'aujourd'hui vous offre. Supremacy World War III est un jeu de grande stratégie en ligne gratuit, JCG, où vous dirigez une nation lors d'une guerre mondiale moderne. Construisez vos forces, y compris des chars, des avions de chasse et des sous-marins, gérez les économies et forgez des alliances avec jusqu'à 99 véritables commandants joueurs. En compétition en temps réel, pendant des parties pouvant durer des semaines, le pouvoir est entre vos mains. Partagez vos infos ou trahissez vos alliés à votre guise. La saison 20, The Underworld Protocol, vient de débuter et introduit Shadow Exchange, un marché noir secret pour les joueurs cherchant un avantage stratégique via des risques diplomatiques. Mais si vous êtes pris, les conséquences feront la une et affecteront le moral national. Disponible sur PC et mobile. Les nouveaux joueurs qui cliquent sur le lien dans la description ou le commentaire épinglé recevront gratuitement l'Elite Railgun, une unité saisonnière d'une valeur de $40 disponible uniquement pendant les 30 prochains jours uniquement. ACOM Abwehr, le service de renseignement militaire d'Hitler, est l'une des agences d'espionnage les plus infiltrées de l'histoire. L'Abwehr, signifiant défense en allemand, était responsable du contre-espionnage et servait d'yeux et d'oreilles à l'armée allemande. Sous l'amiral Wilhelm Canaris, elle est devenue un empire d'espions, de saboteurs et d'agents secrets répartis sur 4 continents. Sur le papier, elle était redoutable. En pratique, elle était pourrie de haut en bas, car Canaris détestait les nazis. Il était un traître improbable. Commandant de sous-marins décoré pendant la Première Guerre mondiale, c'était un nationaliste ayant dédié sa vie au service de l'Allemagne. Mais il a vu le régime qu'il servait commettre des atrocités, et cela l'a brisé. Il n'a pas pu faire défection, alors il est resté à saboter, transmis des plans aux Alliés et caché des Juifs dans son organisation. Il a rejoint l'Orchestre Noir, un groupe d'officiers allemands complotant pour tuer le Führer. Et il n'y avait pas que Canaris. L'Abwehr est devenu un refuge pour les officiers qui voulaient résister sans qu'on les voie résister. Des hommes qui pouvaient dissimuler leur opposition sous couvert du renseignement. L'agence était infestée de conspirateurs à tous les niveaux, un nid de trahison silencieuse opérant au grand jour. L'Abwehr a obtenu quelques succès. Aux Pays-Bas, elle a capturé des agents britanniques et utilisé leur radio 2 ans pour transmettre de fausses infos à Londres. En Turquie, ils ont reçu des documents top secrets photographiés par le valet de l'ambassadeur britannique. Mais cela importait peu, car le chef de l'organisation agissait contre eux. Hitler n'a jamais fait confiance à l'Abwehr, qu'il voyait comme un club d'aristocrates sans ferveur idéologique. Il n'avait pas tout à fait tort. Il ignorait que la corruption touchait même le bureau de l'amiral. La SS et la Gestapo ont enquêté pendant des années, cherchant des preuves. Reinhard Heydrich et Heinrich Himmler méprisaient Canaris. Ils considéraient l'Abwehr comme une relique de l'ancienne élite militaire, insuffisamment loyale à la cause nazie. En février 1944, Hitler en avait assez vu. Il a dissous l'Abwehr et a confié le renseignement militaire à la SS. Canaris a été arrêté. Après l'échec de l'attentat en juillet, les enquêteurs ont trouvé ses journaux, preuve de plusieurs années de trahison. Ils l'ont pendu à Flossenbürg en avril 1945, seulement 3 semaines avant la fin de la guerre. L'Abwehr était le service d'espionnage nazi. Son chef était l'un des agents alliés les plus efficaces de la guerre, et il n'a jamais fait défection, jamais fui, jamais cessé de prétendre servir le régime qu'il méprisait. B comme Berlin Tunnel, un passage secret creusé par la CIA et le MI6 pour intercepter les lignes téléphoniques soviétiques durant la guerre froide. Au début des années 1950, les soviétiques ont découvert les écoutes occidentales. Ils ont déplacé leur communication militaire des ondes vers des lignes terrestres enterrées, sûres et impossibles à intercepter, du moins le pensaient-ils. La CIA et le MI6 avaient une autre idée. Si l'interception des signaux échoue, allez à la source, creusez sous la frontière et mettez directement les câbles sur écoute. Les travaux ont débuté en 1954 officiellement pour bâtir un entrepôt de l'armée américaine dans le secteur américain. L'idée était de cacher l'opération à la vue de tous.
Sous terre, des ingénieurs ont creusé une galerie doublée d'acier sur près de 500 mètres jusqu'à Berlin-Est, se faufilant entre les gardes soviétiques qui n'avaient aucune idée de ce qui se passait sous leurs pieds. En mai 1955, les écoutes étaient opérationnelles et les renseignements affluaient. En 11 mois, ils ont enregistré 50 000 bobines de bande, soit près d'un demi-million de conversations. Cela incluait les mouvements de troupes soviétiques, les tensions en Allemagne de l'Est et le fonctionnement des services de renseignement russes. À Londres et Washington, les centres de traitement fonctionnèrent en continu, mobilisant 300 personnes pour transcrire toutes les données collectées. C'était un triomphe d'ingénierie et d'espionnage. Il n'y avait qu'un seul problème, les soviétiques étaient au courant avant même que la première pelle ne touche la terre. George Blake, un officier du MI6, devenu taupe soviétique, avait assisté aux réunions de planification. Il a tout raconté à Moscou. Le KGB devait faire un choix, arrêter l'opération ou protéger leur agent. Ils ont choisi Blake. Durant 11 mois, ils ont laissé circuler de vrais secrets dans ces câbles pour ne pas révéler leur agent infiltré aux renseignements britanniques. Lorsqu'ils ont finalement découvert le tunnel en avril 1956, ils ont parfaitement mis en scène la découverte. Une équipe de réparation l'a trouvé par hasard, juste après la réaffectation sécurisée de Blake. Ils ont invité la presse mondiale, espérant une indignation contre la trahison américaine, mais cela s'est retourné contre eux, l'Occident voyant dans le tunnel une preuve d'ingéniosité. Les Soviétiques ont offert sans le vouloir à la CIA et au MI6 une victoire médiatique. Le tunnel de Berlin a produit plus de renseignements bruts que presque toute autre opération de son époque, et tout cela a circulé parce que Moscou a décidé qu'une taupe valait plus que les secrets d'une armée. C'est pour les 5 de Cambridge. Dans les années 1930, les services de renseignement soviétiques ont peut-être mené l'opération d'espionnage la plus dévastatrice de l'histoire, en recrutant 5 étudiants de l'université de Cambridge qui allaient s'infiltrer au cœur même du renseignement britannique. Ces espions n'agissaient pas pour l'argent, mais par conviction communiste. Kim Philby est le plus infâme et a causé le plus de dégâts. Il a rejoint le MI6 et est monté jusqu'à diriger la section 9, la division même responsable de traquer les espions soviétiques. Depuis ce poste, il a protégé tout le réseau tout en envoyant des centaines d'agents occidentaux à la mort. Envoyé à Washington comme agent de liaison du MI6 auprès de la CIA, Philby a eu accès au décryptement top secret de Venona. Il s'agissait des efforts américains pour casser les codes soviétiques. Il a systématiquement trahi chaque opération et chaque nom, chaque secret qui passait entre ses mains. Donald McLean a infiltré le Foreign Office, obtenant peut-être le poste le plus sensible imaginable, celui de secrétaire du comité de politique conjointe sur le développement atomique. Il a transmis les secrets du projet Manhattan à Moscou, accélérant de plusieurs années le programme nucléaire soviétique. Son renseignement le plus crucial a été d'informer Staline que l'Amérique n'utiliserait pas d'armes atomiques en Corée. Guy Burgess, un homosexuel flamboyant et alcoolique, a servi de courrier et de recruteur. Employé à la BBC, au MI6 et au Foreign Office, il a transmis clandestinement des documents sur les armes nucléaires et les plans de l'OTAN à ses officiers de traitance soviétiques. Anthony Blunt, célèbre historien de l'art, a aussi travaillé au MI5 durant la Seconde Guerre mondiale, interceptant des communications diplomatiques. Après la guerre, il est nommé conservateur des tableaux de la reine et fait chevalier. Après la révélation de sa trahison, il a perdu son emploi, et c'est tout. John Cairncross, brillant linguiste, a travaillé à Bletchley Park où il a volé des messages allemands déchiffrés de l'Enigma. Les soviétiques ont exploité ces infos pour remporter la bataille de Koursk. Il avait plutôt remis le rapport mort, avertissant Staline de la faisabilité des armes atomiques. Le réseau n'a été découvert que progressivement. En 1951, les décryptages du projet Venona ont permis d'identifier McLean. Philby l'a prévenu via Burgess et tous deux ont fui à Moscou, ce qui a compromis Philby. Philby a fait défection en 1963. Blunt a avoué en 1964 en échange de l'immunité. Ces trahisons sont restées secrètes aux yeux du public jusqu'en 1979. Cairncross n'a été identifié publiquement qu'en 1990. Les dégâts furent catastrophiques. Les 5 de Cambridge ont accéléré le développement nucléaire soviétique, trahi d'innombrables agents et brisé la coopération du renseignement anglo-américain pendant une décennie. Les chasses paranoïaques aux taupes menées par James Angleton ont paralysé la CIA pendant des années. 5 hommes recrutés alors qu'ils étaient étudiants ont failli détruire le renseignement occidental de l'intérieur. Les 5 de Cambridge montrent que les armes les plus dangereuses ne sont pas toujours visibles. D comme boîte morte. La réponse de l'espion a un problème simple. Comment transmettre des secrets à quelqu'un que vous ne pouvez pas vous permettre de rencontrer ? Si un espion rencontre son agent traitant et que l'un est surveillé, les deux sont compromis. La boîte morte supprime toute rencontre.
Une personne laisse quelque chose, et autrefois, il s'agissait d'une pellicule, d'un message codé ou d'une liasse de billets, et cela se faisait dans une cachette préalablement convenue. Des heures, voire des jours plus tard, l'autre personne le récupère. Ils ne se croisent ni ne se parlent jamais. La boîte morte est l'intermédiaire qui a rendu l'espionnage possible pendant des siècles. Les cachettes sont délibérément banales. Une brique décellée dans un mur, un espace sous un banc ou un arbre creusé. La meilleure boîte morte est celle que personne ne songerait à vérifier. Les contenants sont conçus pour être discrets. Pièces creuses pour microfilms, faux boulons ou boîtes de restauration rapide jetées. Mais cacher le matériel n'est que la moitié du problème. Il faut aussi un moyen d'indiquer que la cache est remplie, sans contact direct. Alors les espions utilisent donc des signaux. Cela peut être une marque à la craie sur une boîte aux lettres ou une voiture garée avec ses roues tournées d'une façon précise, quelque chose d'ordinaire que seule la personne concernée remarquera. Bien que la boîte morte réduise le risque de compromission, c'est ainsi que les espions sont souvent attrapés. Le 18 février 2001, l'agent du FBI Robert Hansen s'est rendu à Foxton Park à Vienna, en Virginie. Il est allé vers une passerelle, s'est accroupi et a caché un paquet de documents classifiés emballés dans du plastique sous la passerelle. Pendant plus de 20 ans, il remplissait et entretenait des caches secrètes dans les parcs de Washington, transmettant à la Russie certains des secrets les plus préjudiciables du renseignement américain. Mais ce jour-là, il n'est jamais retourné à sa voiture. Des équipes du FBI l'ont arrêté sur place et il a été envoyé à la prison Supermax où il est mort en 2023. Les principes de la boîte morte se sont adaptés au numérique. En 2008, Nathan Nicholson, le fils de l'espion de la CIA condamné Jim Nicholson, rendait divers services au renseignement russe. Il devait communiquer avec son agent sans laisser de traces. Alors il utilisait un compte Yahoo partagé. Il écrivait un message et l'enregistrait dans les brouillons. Son agent russe accédait au même compte ailleurs, lisait puis supprimait le brouillon. Deux personnes utilisaient ainsi la même cachette à des moments différents. On imagine les méthodes sophistiquées qu'utilisent aujourd'hui les espions numériques pour communiquer. E, c'est pour Enigma, la machine à chiffrer censée rendre les communications allemandes indéchiffrables. Elle ressemble un peu à une machine à écrire classique, avec une fonction de base similaire. Mais lorsqu'on appuyait sur une touche, une lampe affichait une autre lettre, c'était la sortie chiffrée. À l'intérieur, un ensemble de disques rotatifs brouillait le signal électrique d'une manière différente à chaque frappe. Avec plus de 100 sextillions de réglages possibles, les Allemands étaient certains que personne ne pourrait la casser, et ont bâti leur machine de guerre sur cette confiance. L'armée, la marine, la Luftwaffe, tous utilisaient Enigma. En 1939 environ, 40 000 machines étaient en service. Mais les premiers à casser le code n'étaient pas les Britanniques. C'étaient les Polonais. En 1931, un espion nommé Hans Schmidt, travaillant au sein du propre centre de chiffrement de l'armée allemande, a vendu des manuels Enigma et des tables de clés au service de renseignement français. Les Français ne savaient pas quoi en faire, mais les Polonais, eux, savaient. 3 jeunes mathématiciens du bureau du chiffre polonais, Marian Rejewski, Jerzy Rojicki et Henryk Zygalski, ont utilisé les documents volés par Schmidt pour reconstituer le câblage interne des rotors de l'Enigma. Ils ont alors créé un appareil pour décrypter le code, une machine électromécanique nommée la bombe. En juillet 1939, alors que l'invasion allemande n'était plus qu'à quelques semaines, la Pologne prit une mesure qui a sans doute préparé la victoire des Alliés. Ils ont remis leur méthode, mathématique, et une réplique fonctionnelle de la machine Enigma au service de renseignement britannique et français. Ce transfert de renseignements, l'un des plus importants de l'histoire, eut lieu juste avant l'invasion de la Pologne par les nazis. À Bletchley Park, les Britanniques ont amplifié le travail entamé par les Polonais. Alan Turing et Gordon Welchman ont conçu une version améliorée de la bombe, capable de décrypter les clés Enigma plus rapidement et de manière plus fiable. Lorsque la Royal Navy a capturé le sous-marin allemand U-110 en mai 1941, elle a saisi une machine Enigma intacte ainsi que ses livres de code. Cela a permis de percer les communications navales allemandes durant la bataille de l'Atlantique. Ces renseignements étaient enclassés sous le nom de code Ultra. Cela a aidé les Alliés à détourner les convois pour éviter les meutes de sous-marins. Cela a également permis à Montgomery d'être averti à l'avance des plans de Rommel en Afrique du Nord. Cela a aussi servi à planifier le jour J. Les renseignements ultra auraient raccourci la guerre d'environ 3 ans, sans que les Allemands ne s'en doutent. Durant le conflit, ils ont gardé confiance en Enigma, pensant leur communication sûre. Ce n'est que des décennies après la guerre que l'écoute des Alliés a été révélée. L'histoire complète de Bletchley Park n'a été rendue publique que dans les années 1970. F, c'est pour sous faux pavillon.
une opération où vous prétendez être quelqu'un d'autre afin que votre cible ne se rende jamais compte de qui elle a réellement affaire. Ce terme date de la marine à voile, quand les navires utilisaient un pavillon étranger pour approcher l'ennemi sans être découverts. Dans l'espionnage, le principe reste le même. Vous prenez une fausse identité, affiliation, cause ou pays pour pousser quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne ferait jamais s'il savait qui vous êtes vraiment. Et l'un des exemples modernes les plus frappants s'est déroulé au sein même du FBI. Earl Pitts, agent spécial du bureau avec habilitation de sécurité et accès à des renseignements très secrets, était aussi espion pour la Russie. Le FBI s'en doutait, mais le soupçon n'est pas une preuve. Ils avaient un besoin que Pitts s'incrimine lui-même, et pour cela, ils ont retourné sa propre trahison contre lui. Pitts était resté inactif en tant qu'espion depuis 1992. En août 1995, des agents du FBI se faisant passer pour des visiteurs de Moscou ont pris contact avec Pitts. Ces hommes affirmaient être des agents russes venus rétablir une connexion coupée. Pitts a mordu à l'hameçon, pensant que ses anciens contacts revenaient pour lui, et a repris là où il s'était arrêté. Au cours des mois qui ont suivi, il a remis des informations à 22 reprises distinctes et a accepté 65 000 $ en paiement. L'opération a montré que Pitts était prêt à espionner et qu'il le faisait depuis des années. Lors de ces réunions, il a révélé des détails sur ses anciennes activités d'espionnage inconnues du bureau. Il a aussi évoqué une autre taupe au sein du renseignement américain, ce qui mènera finalement à Robert Hanssen, l'un des espions les plus néfastes de l'histoire des États-Unis. Pitts a été arrêté en 1996 et condamné à 27 ans de prison fédérale. La force d'une opération sous faux drapeau tient moins au mensonge qu'au désir de la cible d'y croire. À l'ère numérique, cela n'a jamais été aussi dangereux. L'agence de recherche sur Internet russe n'a pas eu à recruter d'agents pour interférer dans l'élection américaine de 2016. Ils ont simplement créé de faux groupes américains sur Facebook, de faux activistes sur Twitter et de faux mouvements populaires, puis ils ont laissé de vrais Américains faire le reste. Pas besoin de boîtes mortes ni de réunions avec des officiers traitants, juste d'identités fabriquées industriellement. G, c'est pour le GCHQ, le quartier général des communications du gouvernement, l'agence la plus secrète de Grande-Bretagne, et sans doute la plus puissante. Si le MI6 envoie des espions sur le terrain, le GCHQ écoute tout le reste. Cela inclut les appels téléphoniques, les emails, le trafic militaire crypté et les câbles diplomatiques. Ce sont des milliards de communications interceptées, filtrées et analysées depuis un immense bâtiment circulaire à Cheltenham, dans les Cotswolds, que tout le monde appelle affectueusement le Donut. Ses origines remontent à Bletchley Park. Le GCHQ descend directement de l'école gouvernementale de codes et chiffres, qui a déchiffré le code Enigma allemand et ainsi raccourci la Seconde Guerre mondiale. À la fin de la guerre, l'agence a été renommée, déplacée à Cheltenham, puis s'est concentrée sur l'Union soviétique durant la guerre froide. Dans les années 1970, le GCHQ était un nœud central dans l'un des partenariats de renseignement les plus ambitieux jamais mis en place. L'accord UQSA unissait la Grande-Bretagne, les États-Unis, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande dans un réseau mondial de renseignement électromagnétique, appelé aujourd'hui les Five Eyes. Le GCHQ offrait ce que les Américains n'avaient pas au début, un réseau de stations d'écoute réparties dans l'ancien empire britannique, de Chypre à Hong Kong, incluant l'Atlantique Sud. L'agence pouvait intercepter des communications à une échelle presque inimaginable. Ce qu'elle ne pouvait apparemment pas faire, c'était se surveiller elle-même. Jeffrey Prime était un linguiste spécialisé en russe qui a rejoint le GCHQ en 1968. Il avait aussi été recruté par le KGB lors de son poste à Berlin. Pendant près d'une décennie, il a gravi les échelons de l'organisation, devenant finalement chef de section de l'une de ses divisions les plus sensibles. Il photographiait les documents dans son garage, puis les apportait en voiture à Vienne et Berlin pour les remettre à ses officiers traitants. Sa chute fut sans précédent dans l'histoire de la guerre froide. En 1982, la police de West Mercia, enquêtant sur des agressions sexuelles contre de jeunes filles, a retrouvé Prime grâce à une plaque d'immatriculation partielle fournie par un témoin. Face à la situation, il est rentré et a avoué à sa femme Rona. Le lendemain, il s'est rendu à la police. Après une nuit d'angoisse, Rona a retrouvé son équipement caché sous le plancher. Il a écopé de 35 ans pour espionnage et 3 ans de plus pour les agressions. Aujourd'hui, le Donut abrite des milliers d'analystes, de mathématiciens et de hackers. Il a décrypté les communications des extrémistes après le 11 septembre, déjoué des complots terroristes et dirige aujourd'hui la cyberdéfense nationale. Petite anecdote, le GCHQ publie chaque année une énigme de Noël pour tester vos compétences en décryptage. H, c'est pour humain. Le renseignement humain, la méthode d'espionnage la plus ancienne, que chaque génération veut remplacer par des machines.
En octobre 1962, alors que les navires américains et soviétiques se dirigèrent vers une confrontation dans les Caraïbes, les renseignements les plus précieux dont disposait Washington ne provenaient pas d'un satellite ou un avion espion U-2. Ils venaient d'Oleg Penkovsky, officier soviétique ayant discrètement transmis des secrets à l'Occident durant des mois, au péril de sa vie, pour des raisons jamais totalement expliquées. Pendant la majeure partie de la guerre froide, la CIA, le KGB et tous les autres services de renseignement ont massivement investi dans ce domaine précis, recruter, gérer et protéger des agents humains à l'intérieur de gouvernements hostiles. C'était lent, coûteux, instable et très dangereux. Mais le temps a montré que l'humain est irremplaçable. Dans les années 1990, les satellites pouvaient photographier des installations militaires depuis l'orbite. La surveillance électronique pouvait balayer des réseaux de communication entiers. La CIA a réduit son recrutement, diminué ses effectifs et s'est fortement appuyée sur l'autre source d'information sur l'ennemi, le renseignement d'origine électromagnétique. Le 11 septembre 2001, la mauvaise décision de reléguer les agents humains aux oubliettes de l'histoire a été véritablement révélée. Al-Qaïda ne possédait pas de silo à missiles. Elle avait des cellules, petites, dispersées et soudées par la confiance personnelle et une idéologie commune. Les satellites étaient inutiles ici. Toutes les analyses vont après le 11 septembre menant à la même conclusion. Sans agents sur le terrain, il n'y avait aucun moyen d'infiltrer un nouvel ennemi fragmenté sur le plan organisationnel. La reconstruction du renseignement humain qui a suivi a été considérable, mais le 11 septembre a également confirmé quelque chose qui avait toujours été vrai. À l'ère du numérique, les humains n'étaient pas devenus moins importants. Le renseignement humain était devenu essentiel d'une autre manière. Le chiffrement moderne peut être impénétrable de l'extérieur. Un officier traitant qui accède physiquement au matériel, qui copie un mot de passe, qui vole un jeton de chiffrement, contourne tout cela. Si la technologie est la forteresse du renseignement, c'est l'espion qui détient la clé des portes d'entrée. I, c'est pour les illégaux, espions sans couverture officielle ni moyen de rentrer si tout tourne mal. La plupart des espions arrêtés à l'étranger ont au moins une porte de sortie, l'immunité diplomatique. Ils travaillent dans les ambassades sous couverture officielle et, si découverts, sont généralement expulsés. Un espion illégal n'a rien de tout cela. Il entre dans le pays cible comme un citoyen ordinaire, mène une vie ordinaire, puis attend simplement. Parfois, ils travaillent tout de suite. Parfois, cela prend des années ou des décennies. Ils attendent que leurs officiers traitants jugent leur intégration suffisante pour être utiles. Avant son déploiement, une agence de renseignement élabore une histoire de couverture crédible. Souvent, cette histoire est créée à partir de l'identité d'un enfant décédé, dont l'acte de naissance résisterait à une vérification mais dont la vie n'a laissé aucune trace. Le KGB a perfectionné cette méthode, dont Rudolf Abel fut l'archétype, agent du renseignement soviétique. Officier qui est entré aux États-Unis en 1948 et s'est installé à Brooklyn sous le nom d'Emil Goldfuss. Sa couverture était celle d'un peintre et photographe excentrique, avec un atelier rempli de toiles et de matériel photo. Pendant 9 ans, il a dirigé un réseau d'agents menant la vie d'un artiste bohème avec un tel souci du détail que ses voisins l'ont pleuré lorsqu'il a été arrêté. Mais un espion ne vaut que par la compagnie qu'il fréquente. Pour Abel, il a été trahi par un sous-agent. Reino Heianen est entré à l'ambassade américaine à Paris et l'a dénoncé. Abel a été condamné à 30 ans de prison. Il a purgé 5 ans avant d'être échangé sur le célèbre pont de Glienicke en 1962 contre Francis Gary Powers, le pilote américain de l'U-2 abattu au-dessus de l'Union soviétique. L'agent illégal sous couverture profonde n'a pas disparu avec la guerre froide. En 2010, le FBI a démantelé un réseau russe d'agents dormants qui fonctionnait depuis les années 1990. 10 agents disséminés dans les banlieues américaines, vivant en couple, élevant des enfants et participant à des barbecues de quartier. Le détail extraordinaire était le suivant. Après tout cela, les années, les légendes et la couverture, presque aucun d'entre eux n'avait produit de renseignements ayant une réelle valeur. Ils avaient été trop ordinaires pour s'approcher de quoi que ce soit d'important. Ce qui soulève la question qui hante toute l'entreprise. Le plus grand atout des illégaux est aussi leur plus grande faiblesse. Une couverture plus profonde protège mieux l'espion, mais l'éloigne de ce qui mérite d'être volé. J comme Jennifer. Projet Jennifer, en fait. La tentative de la CIA de voler un sous-marin soviétique au fond de l'océan Pacifique sans que personne ne s'en aperçoive. Attendez une seconde, l'éditeur Philip Thompson ici. En réalité, cela s'appelait Projet Azorian. Lorsque l'histoire a été divulguée à la presse, ils l'ont appelé par erreur Jennifer, et ce nom est resté. Le 11 avril 1968, un sous-marin soviétique à propulsion diesel électrique désigné K-129 a coulé dans l'océan Pacifique. Situé à environ 1200 km au nord-ouest d'Hawaï, les Soviétiques ont cherché 2 mois sans succès, supposant le sous-marin perdu à jamais. Mais les États-Unis l'ont trouvé.
Le réseau d'écoute acoustique sous-marin de la marine avait enregistré l'implosion, ce qui leur a permis d'identifier la zone générale. Un navire de reconnaissance a ensuite localisé l'épave, restée en grande partie intacte à plus de 4,8 km de profondeur. Et avec elle, 3 missiles balistiques à ogive nucléaire, des systèmes de torpilles et du matériel de cryptographie soviétique. Un trésor pour le renseignement, si quelqu'un l'atteignait. La CIA a tenté sa chance. Le problème était clair. Impossible d'envoyer discrètement un navire de guerre américain récupérer un sous-marin soviétique sans que les soviétiques s'en aperçoivent. Alors l'agence a monté une histoire de couverture. En 1970, la CIA a approché Howard Hughes, vous savez, le milliardaire industriel dont le film Aviator raconte l'histoire, et a utilisé ses entreprises comme façade. Le résultat fut le Hughes Glomar Explorer, un immense navire de récupération construit pour un coût de 350 millions de dollars américains. À l'intérieur se trouvait une énorme pince mécanique affectueusement appelée Clémentine. Le plan était de descendre Clémentine jusqu'au fond marin, à plus de 4,8 km de profondeur, pour récupérer le sous-marin et de le remonter par des portes sous-marines, comme dans les dessins animés. À l'été 1974, le Glomar Explorer s'est mis en position, mais une erreur de l'opérateur a fait s'écraser la gigantesque pince sur le fond marin. Clémentine a été endommagée, mais l'équipage a poursuivi. Ils ont saisi l'épave du sous-marin et, durant quelques heures, tout laissait penser qu'ils allaient réussir. Mais lorsque quai 129 se trouvait à environ 1 mile de la surface, la pince affaiblie a cédé. La coque du sous-marin s'est déchirée et la plupart est retombée au fond de l'océan. Ce que la CIA a réussi à récupérer, c'est la section de proue. Cela comprenait 2 torpilles nucléaires, du matériel de communication et les restes de 6 marins soviétiques. L'opération est restée secrète jusqu'au cambriolage du bureau de Hughes, qu'il a révélé à la presse. La CIA, comme d'habitude, a refusé de confirmer ou de démentir l'opération. Cette esquive porte désormais un nom. On l'appelle une réponse Glomar et les agences de renseignement du monde entier l'utilisent encore aujourd'hui. K, c'est pour le KGB, l'épée et le bouclier de l'État soviétique. La sécurité d'État soviétique a commencé dans le chaos de la révolution bolchevique de 1917, lorsque Lénine avait besoin d'un instrument de terreur et confia la tâche à un aristocrate polonais devenu révolutionnaire nommé Félix Dzerzhinsky. Sa création fut la Tchéka, une police secrète sans contrôle légal ni obligation de rendre des comptes. Il l'a installée dans un bâtiment place Loubianka à Moscou. Au cours des décennies suivantes, elle a changé plusieurs fois de sigle, notamment GPU et NKVD. Elle a absorbé et abandonné des fonctions au gré des dirigeants soviétiques qui se succédaient, chacun étant terrifié par ce que la police secrète pourrait faire si jamais elle se retournait contre lui. Les purges de Staline ont ravagé le NKVD. Trotsky a été assassiné au Mexique par un tueur du NKVD. Lorsque Staline était mort en 1953, son chef de la police secrète, Lavrenti Beria, a immédiatement tenté de s'emparer du pouvoir. Le Politburo l'a fait arrêter et fusiller dans l'année. La direction soviétique a réalisé que la police secrète était trop puissante. Elle a été rétrogradée d'un ministère à un comité et appelé, en russe, le Comité pour la sécurité de l'État, le KGB. Et il s'est avéré être l'une des organisations de renseignement les plus efficaces de l'histoire. Dans les années 1930, les agents soviétiques ont recruté les 5 de Cambridge. Ces étudiants motivés idéologiquement ont gravi les échelons du renseignement et de la diplomatie britannique, fournissant des secrets à Moscou pendant des décennies. À peu près à la même époque, les réseaux du KGB ont infiltré le projet Manhattan, volant le schéma d'implosion de la bombe atomique et donnant à l'Union soviétique la parité nucléaire avec des années d'avance. John Walker, cryptographe de la marine américaine, a ensuite vendu pendant 18 ans les secrets navals les plus sensibles des États-Unis. Puis Eldridge Ames, un officier du contre-espionnage de la CIA, qui leur a vendu les noms des agents soviétiques travaillant pour les Américains. La plupart ont été exécutés. Mais le KGB avait une faiblesse irrésolue. Il pouvait recruter des idéalistes et acheter des mercenaires, mais pas empêcher la trahison de ses agents. Le colonel Vladimir Vetrov a livré des milliers de documents dévoilant tout le système de vol de technologie du KGB au service de renseignement français. En 1991, les réformes de Mikhaïl Gorbatchev avèrent desserré l'emprise de la peur qui maintenait l'État soviétique uni, et le président du KGB, Vladimir Kryuchkov, décida qu'il en avait assez vu. Il a mis Gorbatchev en résidence surveillée et lancé un coup d'État. Il s'est effondré en 3 jours. L'Union soviétique a suivi 4 mois plus tard. Émergeant de ses cendres sous la nouvelle fédération de Russie, le FSB et le SVR ont vu le jour. Certains, comme Vassili Matrokhine, soutiendraient que l'appareil de renseignement et de sécurité actuel de la Russie n'est qu'un simple changement de nom de la Tchéka.
Elle, c'est le réseau Lucie, le réseau d'espionnage le plus mystérieux de la Seconde Guerre mondiale. Rudolf Rüssler n'était pas ce qu'on attendait. C'était un éditeur doux et réservé vivant à Lucerne, en Suisse, produisant de la littérature catholique et des brochures anti-nazis après avoir fui l'Allemagne d'Hitler en 1933. Dès 1941, Rüssler, sous le nom de code Lucie, tiré de sa ville d'adoption, transmettait aux renseignements militaires soviétiques des informations si précises et rapides qu'elles parvenaient à Moscou avant même que les commandants allemands de terrain ne reçoivent ces mêmes ordres. Il a fourni environ 12 000 pages dactylographiées de renseignements directement issus du haut commandement allemand. En juin 1941, il a tout révélé au Kremlin sur l'opération Barbarossa. Bien sûr, Staline a rejeté cela comme une provocation britannique. Le 22 juin, les chars sont entrés et Lucie est devenue intouchable. Pendant 2 ans, il a envoyé presque chaque jour des mises à jour sur les mouvements allemands et les ordres d'Hitler. Puis, au début de 1943, Rüssler a donné à Moscou les détails d'une offensive allemande massive sur le point d'être lancée près de Koursk. L'armée rouge a posé 400 000 mines et a attendu. La bataille mit fin à la puissance offensive allemande à l'Est. Comment Rüssler est devenu un espion si efficace demeure l'un des grands mystères non résolus de la guerre. Une théorie avance qu'il avait accès à un réseau d'officiers anti-nazis de la Wehrmacht. La seconde théorie avance que le renseignement militaire suisse se servait de Rüssler comme intermédiaire pour informer les soviétiques sans compromettre la neutralité suisse. La troisième théorie suggère que le réseau Lucie était une opération du MI6, transmettant à Staline via Rüssler des interceptions d'énigmas déchiffrés, car Staline ne croyait pas ces renseignements venant directement de Londres. La quatrième théorie, et peut-être la plus fragile, est que Rüssler recevait ces informations directement de Martin Bormann, le secrétaire personnel d'Hitler. Le réseau Lucie a été démantelé par les autorités suisses en 1943, mais Rüssler a été libéré en 1944 et a continué ses activités après la guerre jusqu'en 1952, menant des activités d'espionnage contre l'Occident. Il a été arrêté après qu'on ait découvert qu'il envoyait des microfilms dans des pots de miel et de figues à une boîte morte. Rüssler n'a rien révélé lors du procès l'année suivante. Il n'a écopé que d'1 an de prison. Il est mort en 1958 en portant ses secrets dans la tombe. M comme MI6, l'agence d'espionnage britannique, qui a inspiré James Bond et qui a passé la majeure partie d'un siècle à faire semblant de ne pas exister. Le Secret Intelligence Service, son nom officiel, a été fondé en 1909 en réponse à l'ampleur de l'espionnage allemand qui avait lieu sur le sol britannique. Son premier directeur, le capitaine Mansfield Cumming, signait ses documents avec une lettre C verte, et depuis, chaque chef est simplement connu sous le nom de C. Alors que le MI5 est strictement une agence nationale axée sur la sécurité intérieure et le contre-espionnage au Royaume-Uni, le MI6 est strictement une agence de renseignement à l'étranger. Tout comme la CIA aux États-Unis, le MI6 fait de l'espionnage et mène des opérations secrètes à l'étranger. Le gouvernement britannique a refusé de reconnaître officiellement le SIS jusqu'en 1994, soit 85 ans après sa création. L'un des auteurs britanniques les plus célèbres, John le Carré, était un ancien officier du MI5 et du MI6. Ses romans ont révélé au monde le cirque, une version sordide et compromise du renseignement britannique, peuplée d'hommes épuisés prenant de mauvaises décisions dans des pièces sombres. La propre carrière de Le Carré s'est terminée lorsque Kim Philby, la taupe soviétique au cœur du SIS, a livré ses agents à Moscou. Sa version du renseignement britannique contraste fortement avec la vision romancée et idéalisée de Ian Fleming d'un MI6 impeccable et impénétrable. Le plus grand succès du MI6 en renseignement fut sans doute un transfuge. Oleg Penkovsky, colonel du renseignement militaire soviétique, a livré des informations cruciales lors de la crise des missiles de Cuba. Sans l'agent du MI6 à Moscou, octobre 1962 aurait pu se terminer très différemment. Mais leur histoire n'est pas faite que de succès et de gloire. En 2003, le MI6 a fourni des renseignements sur les armes de destruction massive de Saddam Hussein, des informations intégrées dans un dossier public utilisé par le Premier ministre Tony Blair pour justifier l'invasion de l'Irak. Des enquêtes ont montré que les renseignements étaient entachés d'erreurs et que le dossier avait été façonné pour étayer des conclusions auxquelles le gouvernement était déjà parvenu. Aujourd'hui, le MI6 opère depuis son siège à Vauxhall Cross, un immense bâtiment semblable à une forteresse sur la rive sud de la Tamise que les Londoniens ont surnommé Legoland. Il a été détruit dans le film Skyfall. Ironique que la section la plus secrète du renseignement britannique est maintenant l'un des bâtiments les plus connus de Londres. N comme Nosenko, un officier du KGB dont la défection à la CIA en 1964 a divisé l'agence pendant des années autour d'une seule question. Était-il authentique ou un agent infiltré ?
Yuri Nosenko a d'abord approché la CIA à Genève en juin 1962, transmettant des renseignements en échange d'argent. Puis, le 4 février 1964, 6 semaines après l'assassinat du président Kennedy, il a de nouveau contacté la CIA et a déclaré vouloir faire défection. Nosenko a dit à ses nouveaux agents que le KGB avait surveillé Lee Harvey Oswald pendant les 3 années qu'il avait passées en Union soviétique et l'avait trouvé peu fiable et sans valeur pour le renseignement. Il a affirmé que le KGB n'avait rien à voir avec l'assassinat. Pour certains à la CIA, cela était crédible. Pour le chef du contre-espionnage, James Angleton, cela ne faisait que confirmer ses soupçons. En décembre 1961, un autre officier du KGB nommé Anatoly Golitsyn avait fait défection à Helsinki. Les informations initiales de Golitsyn ont permis d'identifier des infiltrations soviétiques dans divers services occidentaux. Mais Golitsyn a également averti Angleton que le KGB enverrait de faux transfuges, spécifiquement pour le discréditer et protéger ses agents en Occident. Angleton, pour une raison ou une autre, en a fait une règle permanente. Ainsi, quand Nosenko a raconté son histoire sur Oswald, Angleton a pensé qu'il avait été envoyé pour cacher l'implication soviétique dans l'assassinat de Kennedy. Ce qui a suivi, c'est plus de 1200 jours d'isolement dans une cellule spécialement construite, des interrogatoires hostiles et aucune accusation portée contre lui. En 1967, la CIA s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas légalement détenir un homme indéfiniment sans inculpation. La responsabilité de Nosenko a été confiée à un officier de sécurité nommé Bruce Solie, qui l'a transféré dans une nouvelle planque et a mené une nouvelle série d'entretiens. Solie pensait que les pistes de Nosenko avaient été étouffées. Après un 3e test au détecteur de mensonges favorable, Nosenko fut reconnu comme véritable transfuge le 1er mars 1969. Il a reçu 150 000 $ en compensation pour ses ennuis. On lui a donné une nouvelle identité et il a travaillé comme consultant pour la CIA jusqu'à la fin de sa carrière. Le conflit interne lié à l'affaire Nosenko a eu des conséquences durables. La suspicion d'Angleton a ruiné la carrière d'officiers innocents et négligé plusieurs pistes relevant du contre-espionnage jamais étudiées. L'affaire Nosenko est toujours étudiée dans la formation au renseignement, la question de ses connaissances sur Oswald restant non résolue. O comme Opération Mincemeat, une ruse britannique de 1943 qui a convaincu l'Allemagne nazie de défendre les mauvaises plages. Au printemps 1943, les Alliés avaient chassé l'axe d'Afrique du Nord et devinrent revenir sur le continent européen. La cible était la Sicile, très fortifiée et attendue par les commandants allemands. Pour l'occuper sans lourdes pertes, ils devaient distraire les Allemands ailleurs. La solution est venue du commandant-lieutenant Ewen Montagu et du lieutenant d'aviation Charles Cholmondeley, tous deux rattachés au renseignement naval britannique. Leur projet fou consistait à déguiser un cadavre en courrier militaire, à l'équiper de faux documents secrets annonçant des débarquements en Grèce et Sardaigne, puis à le laisser près des côtes espagnoles, espérant que les Allemands le découvriraient. Ils ont utilisé le corps d'un homme non identifié de 30 ans, mort d'une pneumonie à Londres. Les pathologistes pensaient qu'une autopsie ferait croire à une noyade à cause du liquide dans ses poumons. Ainsi, John Doe devint le major William Martin des Royal Marines. Ses poches étaient remplies des objets qu'un véritable officier porterait, un relevé bancaire, des tickets de théâtre et une lettre d'une fiancée inventée appelée Pam. La pièce maîtresse était une lettre du général Sir Archibald Nye, vice-chef de l'état-major impérial, adressée au général Alexander, indiquant explicitement que la Sicile était une diversion et que les véritables invasions auraient lieu plus à l'est. Le 30 avril 1943, le sous-marin HMS Seraph fit surface au large de Huelva et glissa le corps dans l'eau. Les Britanniques savaient qu'un agent allemand influent opérait sur place et accédait directement aux autorités espagnoles. Le corps fut récupéré par un pêcheur espagnol ce matin-là, et en quelques jours, les documents dans ses poches furent secrètement copiés et transmis à Berlin. Le corps avait été retrouvé, mais il restait à voir si l'appât avait été avalé. Les déchiffreurs de Bletchley Park ont intercepté la réponse allemande. L'Abwehr y a totalement cru. Hitler a personnellement ordonné des renforts en Grèce et en Sardaigne, déplaçant des divisions de panzer et posant des mines dans les mauvaises zones maritimes. Les Alliés ont débarqué en Sicile, le 9 juillet 1943. Ils ont trouvé des défenses si faibles que l'île a été prise en 38 jours. Des décennies plus tard, le cadavre a été identifié comme étant Glinder Michael, un sans-abri gallois. Il repose au cimetière municipal de Huelva, sa tombe étant entretenue en hommage à la contribution qu'il a apportée sans jamais le savoir. P comme Penkovsky, l'espion qui a sauvé le monde. Oleg Penkovsky était colonel au GRU, le renseignement militaire soviétique. Il était basé à Moscou au début des années 1960. Sa carrière était au point mort. Le KGB avait appris que son père avait combattu pour l'armée blanche contre les bolcheviks, ce qui bloquait ses perspectives de promotion.
En 1960, face à une retraite forcée, il décida d'agir. En août de cette année-là, il aborda 2 étudiants américains sur un pont à Moscou et leur remit des enveloppes avec pour instruction de les livrer à l'ambassade des États-Unis. La CIA était sceptique. Cela semblait être une provocation du KGB. En avril 1961, Penkovsky s'est rendu à Londres avec une délégation commerciale soviétique. Pendant 2 jours, une équipe de la CIA et du MI6 l'a rencontré. Ce qu'il leur a révélé a tout changé. Au cours des 18 mois suivants, Penkovsky a photographié plus de 5000 documents soviétiques classifiés à l'aide d'un appareil photo Minox. Il transmettait les pellicules non développées à Janet Chisholm, épouse d'un officier du MI6 à Moscou, lors d'échanges furtifs dans un parc près de son bureau, rue Gorky. Il a notamment photographié le manuel d'utilisation du missile balistique soviétique R-12 à moyenne portée. En octobre 1962, lorsque les avions espions U-2 ont rapporté des photos de chantier à Cuba, les analystes de la CIA ont comparé les images au manuel de Penkovsky. Les formes correspondaient. Kennedy savait ce qu'il voyait et combien de temps il restait avant que les missiles soient opérationnels. Alors, a-t-il sauvé le monde ? Peut-être, mais la situation est plus compliquée. Des analyses ultérieures ont suggéré que le KGB était au courant pour Penkovsky depuis le printemps 1961, soit 16 mois avant son arrestation, en octobre 1962. Ils l'ont apparemment laissé agir, contrôlant partiellement ses transmissions, faisant de lui un relais involontaire d'informations manipulées, mêlées à des informations authentiques. La proportion entre ce qu'il a fourni d'authentique et ce qui a été manipulé par Moscou reste inconnue. Penkovsky a été jugé pour trahison en mai 1963 et exécuté peu de temps après. La CIA a publié les papiers de Penkovsky en 1965, qui sont ensuite devenus un best-seller. Q est pour Q, le créateur d'accessoires fictifs du MI6, et l'homme bien réel qui l'a inspiré. Dans les films de Bond, Q est le responsable du matériel du renseignement britannique. L'homme en blouse blanche remet à 007 un stylo explosif ou une voiture invisible, le supplie de la ramener entière et la voit détruite en moins d'1 heure. C'est l'un des plus grands duos du cinéma. La section Q n'a pas été créée par Ian Fleming, mais inspirée de la réalité. Charles Fraser Smith, missionnaire chrétien devenu ingénieur, a passé la Seconde Guerre mondiale dans un petit bureau à Londres. Officiellement, il était fonctionnaire subalterne au service des vêtements du ministère de l'Approvisionnement. Il concevait du matériel secret pour le MI6, le MI9 et le Special Operations Executive. Fraser Smith collaborait avec plus de 300 fabricants à Londres, faisant souvent fabriquer des composants pendant la nuit pour que le personnel de jour ignore la production. Il appelait ses créations des gadgets Q, en référence aux navires Q de la Première Guerre mondiale. Il s'agissait de navires marchands équipés d'armes lourdes dissimulées sous le pont. Voici quelques créations, comme des bottes de vol RAF avec un couteau caché dans la doublure. Si un pilote était abattu, il pouvait retirer la fourrure et repartir avec ce qui semblait être des chaussures civiles. Puis un crayon creux renfermant une carte de la Ruhr et une petite boussole pour guider les aviateurs abattus vers chez eux. Fraser Smith a aussi employé la psychologie comme arme. Il savait que les gardes frontières allemands appliqueraient instinctivement la règle « à gauche on dessert » en fouillant les affaires d'un agent secret pour chercher des compartiments cachés. Tout ce qu'il fabriquait se dévissait à l'envers. Son filetage inversé signifiait qu'un inspecteur essayant de forcer l'ouverture d'un contenant suspect ne ferait que le resserrer davantage. Sa contribution la plus macabre fut un conteneur pour l'opération Mincemeat, un plan de 1943 visant à déposer un cadavre muni de faux documents sur la côte espagnole pour convaincre les Allemands que la cible alliée était la Grèce et non la Sicile. Fraser Smith a conçu le cylindre hermétique rempli de glace sèche ayant permis de conserver le corps durant le voyage en sous-marin. Ian Fleming, jeune officier du renseignement naval durant la guerre, a rencontré Fraser Smith à cette époque. Lorsqu'il s'est assis pour écrire James Bond, il a créé la section Q en hommage direct, le département fictif portant le nom même que l'expression utilisée par l'homme réel pour désigner son travail. Après la guerre, Fraser Smith a quitté le renseignement et acheté une ferme laitière dans le sud-ouest anglais. Le personnage qui l'a inspiré apparaît toujours dans les films de Bond, plus de 80 ans après. R comme Rosenberg, Julius et Ethel Rosenberg, les seuls civils américains exécutés pour espionnage pendant la guerre froide ou depuis. Julius Rosenberg était un ingénieur électricien du Lower East Side de Manhattan qui espionnait pour l'Union soviétique depuis 1942 sous le nom de code libéral au KGB. Son réseau a transmis des milliers de pages de documents classifiés à des agents soviétiques, dont des secrets nucléaires américains parmi les plus sensibles. Julius était marié à Ethel, une chanteuse et actrice professionnelle en devenir. La clé de l'opération d'espionnage était son jeune frère, David Greenglass. En 1944, Greenglass était affecté comme machiniste à Los Alamos, au Nouveau-Mexique, l'installation secrète au cœur du projet Manhattan. Julius a reconnu l'opportunité.
il a recruté David et sa femme Ruth grâce à leur sympathie de gauche commune et a mis au point un système de reconnaissance simple entre l'espion et le coursier, le côté déchiré d'une boîte de Jell-O découpée en motif dentelé. Greenglass garderait une moitié, le coursier porterait l'autre. En juin 1945, Harry Gold est arrivé à Albuquerque, a présenté le carton correspondant et est reparti avec des notes et des croquis de la lentille d'implosion servant à détonner la bombe au plutonium. C'était le modèle de Fat Man, la bombe atomique larguée sur Nagasaki 2 mois plus tard. Le réseau a été démantelé 5 ans plus tard grâce au programme secret américain Venona qui décryptait les câbles soviétiques de guerre. La piste menait du physicien Klaus Fuchs au coursier Harry Gold, puis à David Greenglass, qui, à son tour, a finalement désigné les Rosenberg. Julius a été arrêté en juillet 1950 Ethel, un mois plus tard. Tous deux ont été reconnus coupables en 1951 et condamnés à mort. Les appels publics à la clémence ont été rejetés par le président Eisenhower. Le 19 juin 1953, Julius et Ethel ont été exécutés sur la chaise électrique à la prison de Sing Sing. L'ouverture des archives soviétiques dans les années 1990 a tranché la question pour Julius. Il était coupable à n'en pas douter. Pour Ethel, la situation était différente. Elle n'avait aucun rôle opérationnel. La condamnation reposait surtout sur le témoignage de David Greenglass, qui disait qu'Ethel avait tapé ses notes. Un témoignage qu'il a ensuite admis être faux et qu'il avait donné pour protéger sa propre femme de poursuite. Cet homme a envoyé sa propre sœur à la chaise électrique. Klaus Fuchs, l'espion atomique qui a causé le plus de dégâts, a été jugé en Grande-Bretagne et n'a purgé que 9 ans. L'affaire Rosenberg demeure l'un des scandales d'espionnage les plus controversés des États-Unis. Comme SIGINT, renseignement d'origine électromagnétique, l'art et la science d'intercepter et de décrypter les communications de l'ennemi. Les humains, ou le renseignement humain, utilisent espions, transfuges et informateurs, tandis que le SIGINT s'appuie sur la physique. Lire le courrier ennemi est une pratique aussi ancienne que la guerre. Pendant la Première Guerre mondiale, les décrypteurs britanniques de la salle 40 ont intercepté les câbles diplomatiques allemands et déchiffré le télégramme Zimmermann. La proposition secrète d'alliance de l'Allemagne au Mexique contre les États-Unis a poussé l'Amérique à entrer en guerre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le renseignement électromagnétique fut crucial. À Bletchley Park, les cryptanalystes ont percé le code Enigma, raccourcissant la guerre de quelques années. Dans le Pacifique, les décrypteurs américains ont percé les codes navals japonais et tendu une embuscade à la flotte à Midway. Dès 1942, aux Pays-Bas, les renseignements allemands ont lancé l'Englandspiel, appelé aussi le jeu d'Angleterre. En capturant des opérateurs radio du SOE, ils utilisaient leur radio pour se faire passer pour eux auprès de Londres. Les Britanniques envoyaient alors d'autres agents que les Allemands capturaient également. Lorsque cela s'est terminé, en 1944, 54 agents avaient été livrés aux Allemands. 47 ont été exécutés. Après la guerre, la cible s'est déplacée vers l'Est. Les États-Unis et le Royaume-Uni ont signé l'accord UQSA en 1946, se partageant le globe pour la surveillance électronique. Le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont intégré l'alliance, donnant naissance à l'alliance des Five Eyes. Le dispositif d'écoute s'est étendu avec de vastes réseaux d'antennes circulaires installés mondialement. Des avions longeaient vers les frontières soviétiques pour provoquer l'activation des radars et en capter les fréquences, tandis que des sous-marins américains mettaient en surécoute les câbles de communication soviétiques au fond de la mer. Des satellites à 35 000 km interceptaient les appels téléphoniques du Kremlin depuis des voitures. Puis Internet est arrivé et l'ampleur de ce qui était possible a complètement changé. La NSA et le GCHQ n'ont plus à pointer des antennes ni à stationner des sous-marins près des câbles sous-marins. Les communications mondiales transitent aujourd'hui par quelques points d'étranglement de fibres optiques, souvent situés aux États-Unis et au Royaume-Uni. Aujourd'hui, les deux agences filtrent chaque jour des milliards de communications électroniques à la recherche de cibles, schémas et menaces. Nous ne pouvons qu'attendre de voir comment le renseignement d'origine électromagnétique va évoluer dans le monde de l'IA dans lequel nous vivons désormais. T comme tradecraft, l'art de l'espionnage sans se faire prendre. Le métier, c'est tout ce qu'un espion fait pour rester invisible, entrer en contact avec une source, transmettre des informations sans rencontre directe, se construire une légende assez solide pour résister aux vérifications. C'est moins une question de gadget que de discipline, et dans la plupart des cas, c'est plutôt peu spectaculaire et peu glamour. La réponse au problème de comment communiquer avec quelqu'un que vous ne pouvez jamais rencontrer, c'est la boîte aux lettres morte. Au lieu de remettre quelque chose directement à un agent traitant, un espion dépose le matériel à un endroit convenu à l'avance. Cela peut être un arbre creux, une fissure dans un mur ou un banc pour être récupéré plus tard. Les deux parties ne se trouvent jamais au même endroit en même temps. La technologie a obligé l'espionnage à s'adapter à l'ère numérique, mais les principes de base restent inchangés.
Un élément inchangé reste la couverture. Un officier du renseignement à l'étranger doit justifier sa présence autrement que par ses activités réelles. Les officiers sous couverture officielle travaillent dans les ambassades avec immunité diplomatique, tandis que les agents sous couverture profonde, dits illégaux, n'ont aucune protection. Ils construisent ce que l'on appelle dans le métier une légende, une identité fabriquée, complète avec des documents, un passé et une vie plausible. Le programme des illégaux du KGB plaçait des officiers dans les pays occidentaux, vivant comme des citoyens ordinaires parfois des décennies avant d'être activés. Le recrutement obéit à sa propre logique. Les agences de renseignement résument les raisons de la trahison par l'acronyme MICE, argent, idéologie, compromission, ego. La plupart des cas combinent plusieurs facteurs. Une cible en difficulté financière peut être achetée, puis retenue par menace de révélation. La compromission renforce l'appât initial. Ce qui relie tout cela, c'est le même principe. Réduire les contacts, réduire l'exposition et réduire le nombre de personnes au courant. Moins il y a de connexions, moins il y a à démêler. C'est la compartimentation, c'est pourquoi la plupart des opérations de renseignement restent secrètes. Nous ne connaissons que les affaires où la méthode a échoué, celles réussies n'ont laissé aucune trace. U désigne l'incident de l'U-2, l'abattage d'un avion espion américain qui a fait échouer un sommet de paix de la guerre froide avant même son début. À la fin des années 1950, les États-Unis faisaient en face à un problème. L'Union soviétique, société fermée, empêchait Washington de connaître le nombre exact de missiles nucléaires de Nikita Khrouchtchev. La CIA a discrètement construit l'un des avions les plus extraordinaires jamais conçus, le U-2. Il avait l'envergure d'un planeur et volait à plus de 70 000 pieds à la limite de l'espace hors de portée des radars et chasseurs soviétiques, du moins selon les Américains. Entre 1956 et 1960, les vols de l'U-2 ont fourni aux États-Unis leurs meilleurs renseignements de toute la guerre froide. Les photographies ont prouvé que Khrouchtchev exagérait son programme de missiles. Il n'y avait pas de retard en matière de missiles, mais le programme dépendait entièrement du fait de ne pas se faire prendre. Le 1er mai 1960, le pilote de la CIA Francis Gary Powers a décollé de Peshawar, au Pakistan, pour la mission Sunspot, le vol d'U-2 le plus ambitieux à ce jour, conçu pour traverser l'Union soviétique et atterrir en Norvège. Mais il n'est jamais revenu. Les forces soviétiques l'ont suivi au-dessus de Sverdlovsk et ont lancé une salve de missiles solaires S-75. L'un d'eux a explosé suffisamment près pour abattre l'appareil. Powers s'est éjecté et a atterri en parachute chez les soviétiques. L'U-2 s'est disloqué sans se désintégrer totalement. Les soviétiques ont récupéré le fuselage, la caméra et la pellicule non développées. Powers n'avait pas pu activer l'autodestruction avant son éjection. La version officielle de Washington était fragile, ils pensèrent avoir perdu à la fois leur pilote et l'appareil, et ont donc affirmé qu'un avion de recherche météorologique de la NASA avait disparu au nord de la Turquie. Mais ensuite, le 7 mai 1960, Khrouchtchev est entré au Soviet suprême et a révélé son atout, l'épave, la caméra, la pellicule et le pilote, vivant et parlant. Le président Eisenhower a été le premier président américain à admettre publiquement avoir autorisé une opération d'espionnage contre un autre pays. Le sommet de Paris, qui devait aborder le désarmement nucléaire et le statut de Berlin, s'est effondré en quelques jours. La visite prévue d'Eisenhower à Moscou a été annulée. Powers, condamné à Moscou à 10 ans de prison pour espionnage, n'en a purgé que moins de 2. Le 10 février 1962, sur le célèbre pont des espions, le pont de Glienicke, à la frontière entre Berlin-Ouest et l'Allemagne de l'Est, il a été échangé contre l'agent illégal du KGB, Rudolf Abel. Les survols du territoire soviétique ayant cessé, les États-Unis ont accéléré leur programme de satellite espion Corona, créant une nouvelle méthode d'espionnage aérien. Comme Venona, le programme de décryptage destiné à intercepter et décrypter les communications soviétiques par câble. Tout a commencé en 1943. Une cryptanalyste civile nommée Jean Graybill s'est installée à Arlington Hall, en Virginie, et a commencé à trier des boîtes de câbles soviétiques interceptées. L'Union soviétique était techniquement une alliée à l'époque, mais tout le monde savait qu'il ne s'agissait que d'un mariage de convenance existant uniquement à cause d'un ennemi commun. Le projet était si sensible que même le président Harry Truman n'était pas totalement informé de son ampleur. Les soviétiques utilisaient un chiffrement par masque jetable, considéré comme inviolable en théorie. Chaque message était chiffré avec une clé aléatoire unique, utilisée une fois puis jetée. En pratique, la pression de guerre a conduit les fabricants soviétiques à dupliquer par erreur des milliers de pages de clés, ce que le linguiste Meredith Gardner a relevé. En analysant le trafic, il a commencé à reconstituer le contenu. Sur 1 million de messages soviétiques interceptés, seuls 3000 ont été déchiffrés avec succès. Mais à la fin des années 1940, cela permit déjà de révéler des noms, dont une liste de scientifiques du projet Manhattan travaillant pour Moscou.
Ce sont ces pistes qui ont finalement mené à Julius Rosenberg et Klaus Fuchs. Venona a révélé Donald MacLean et Guy Burgess du groupe des 5 de Cambridge aux Britanniques avant leur défection, mais un problème est ensuite survenu. Si les procureurs américains ou britanniques soumettaient une transcription Venona au tribunal, Moscou saurait aussitôt que son courrier était lu et agirait pour l'empêcher. La valeur du programme en renseignement dépassait celle de toute poursuite, si bien que le FBI et les services de Britanniques ont gardé Venona comme atout. Ils connaissaient l'emplacement des espions, mais devaient donc créer des dossiers séparés pour les inculper. Cela impliquait d'obtenir des aveux, des preuves matérielles et de collaborer avec des informateurs. Sur les 340 personnes que Venona a identifiées comme ayant une relation secrète avec les services de renseignement soviétiques, moins de 20 ont été traduites en justice. Le programme a fonctionné jusqu'en 1980. Lorsque les dossiers ont été déclassifiés en 1995, ils ont confirmé que l'ampleur de l'espionnage soviétique aux États-Unis avait été bien plus grande que ce que le public avait jamais su. Désigne le réseau d'espionnage Walker, une famille américaine ayant vendu pendant près de 20 ans les secrets navals les plus sensibles aux soviétiques. John Walker était officier des communications dans la marine avec une habilitation cryptographique top secret. Il avait aussi des dettes croissantes. Fin 1967, il est entré à l'ambassade soviétique à Washington, D.C., avec une carte de chiffrement radio prise dans la chambre forte des communications à Norfolk, Virginie, et en est ressorti avec plusieurs milliers de dollars en espèces. Officier de veille des communications pour la force sous-marine de l'Atlantique, John Walker accédait au système de chiffrement protégeant les messages militaires américains. C'était comme donner aux soviétiques l'accès au courrier de la marine américaine. À sa retraite de la marine en 1976, John Walker recruta son frère aîné Arthur, sous-traitant de la marine ayant accès à des dossiers techniques sur les navires américains. Son ami Jerry Whitworth, opérateur radio de la marine, a ensuite rejoint, fournissant des clés de chiffrement et manuels cryptographiques issus de centres du Pacifique et de l'océan Indien. Enfin, son fils Michael Walker a rejoint le groupe. Secrétaire à bord de l'USS Nimitz, il emportait chez lui les documents prévus pour la déchiqueteuse. Walker dirigeait l'opération comme une entreprise. Ses recrues photographièrent les documents avec de minuscules appareils photo Minox. Walker remettait les pellicules aux soviétiques via des boîtes aux lettres mortes sur les routes rurales du Maryland et de Virginie. Pour de gros paiements, il allait à Vienne ou Hong Kong, blanchissant l'argent via son agence de détective privé une fois rentré chez lui. Barbara, l'ex-femme de Walker, était au courant de l'espionnage depuis 1968 après avoir trouvé argent liquide et documents classifiés chez eux. Après 16 ans de silence, elle a contacté le FBI seulement en apprenant l'implication de son fils Michael. Son signalement a lancé une surveillance de 6 mois, achevée en mai 1985, lorsque Walker a été arrêté dans un motel près d'un site de dépôt clandestin au Maryland. John Walker a accepté un accord de plaidoyer pour réduire la peine de son fils, Michael, qui a purgé 15 ans. Arthur est décédé en prison fédérale en 2014. Jerry Whitworth a été condamné à 365 ans de prison et y demeure encore aujourd'hui à l'âge de 86 ans. John Walker est mort en prison en août 2014 à Butner, en Caroline du Nord. La marine américaine a estimé que les soviétiques avaient eux déchiffré plus d'1 million de messages navals classifiés. Le réseau d'espionnage Walker reste l'une des affaires d'espionnage les plus préjudiciables de l'histoire des États-Unis. X est pour le comité 20 l'architecte de la campagne de déception stratégique la plus réussie de l'histoire militaire. Le comité 20, les X étant des chiffres romains, était un comité secret interservice qui gérait le système double-cross durant la Seconde Guerre mondiale. Son but était de capturer, retourner ou inventer tous les espions allemands en Grande-Bretagne pour envoyer à Berlin un réseau coordonné de mensonges. Et cela a marché. Le MI5 ne s'est pas contenté de capturer la plupart des agents allemands, il les contrôlait tous. À ce groupe s'ajoutait un mélange d'espions bénévoles excentriques, tous animés d'un grief contre le régime nazi. Ils formaient une mosaïque d'agents doubles opérant sous des noms de codes légendaires dans l'espionnage. Garbo, éleveur de volailles espagnol, Tricycle, playboy serbe, Brutus, officier polonais patriote, et Bronx, mondaine péruvienne, faisaient un partie de ce groupe. John Masterman, historien d'Oxford, était assis en bout de table, après avoir passé la Première Guerre mondiale interné dans un camp civil allemand. Lors des réunions hebdomadaires du comité avec les services de renseignement britanniques, les forces armées et plus tard l'OSS américaine, il sélectionnait donc soigneusement chaque information envoyée en Allemagne. Pour maintenir leur crédibilité, le comité Vingt autorisait ses agents à envoyer à Berlin de grandes quantités d'informations réelles et exactes, comme de véritables bulletins météorologiques ou des positions de troupes, mais envoyées de manière stratégique pour qu'elles arrivent juste un peu trop tard pour être d'une quelconque utilité tactique. Parce que les différentes branches du renseignement allemand recoupaient en ces rapports et les trouvaient exacts, leur confiance envers les agents devint absolue. L'épreuve ultime du système arriva en 1944,
Pour protéger le débarquement du jour J, le comité 20 devait convaincre l'Allemagne que l'invasion se ferait au Pas-de-Calais, pas en Normandie. Grâce à leur réseau, le comité fit semer des indices sur une grande armée fantôme réunie dans le sud-est de l'Angleterre sous le commandement du général George Patton. C'était bien sûr une fiction, incluse dans la grande opération Fortitude de désinformation. Berlin a été dupé. Même après le débarquement allié en Normandie le 6 juin, les agents du Double Cross persuadèrent Hitler que ce n'était qu'une diversion. Pensant que l'attaque principale viserait Calais, Hitler a gardé pendant des semaines en réserve des divisions blindées cruciales, ce qui a sauvé de nombreuses vies alliées. Le récit de Masterman sur l'opération, publié en 1972, est devenu instantanément un best-seller international. Et comme Yellow Box, le système de surveillance participatif qui a failli détruire la noblesse russe de l'intérieur. En décembre 1796, le tsar Paul Ier est monté sur le trône avec une grande ambition, être un souverain que le peuple pouvait réellement approcher. Sa mère Catherine la Grande avait gardé la cour fermée et intouchable. Paul voulait être différent. Il fit poser une boîte aux lettres jaune en fer dans le mur du rez-de-chaussée du palais d'hiver à Saint-Pétersbourg. Le tsar lui-même détenait la seule clé. Chaque soir, il l'ouvrait, emportait les lettres dans son bureau et les lisait. N'importe qui pouvait écrire. Un prince de haut rang, un serf sans le sou, cela ne faisait aucune différence. Pour la première fois de mémoire d'homme, les Russes ordinaires avaient un lien direct avec leur empereur, et pendant un certain temps, cela a fonctionné. Des fonctionnaires corrompus étaient dénoncés et des bureaucrates tenus responsables. Mais la situation a empiré. Avec un accès direct et intraçable aux plus puissants du pays, les gens règlent leurs comptes. En quelques mois, la boîte était remplie de fausses accusations de trahison, de querelles de voisinage insignifiantes et de rivaux militaires qui s'attaquaient les uns les autres. Paul, qui craignait sans cesse d'être assassiné, prenait chaque accusation au sérieux. La police secrète s'est mise à procéder à des arrestations sur la base de notes anonymes. L'aristocratie vivait dans une véritable terreur, ignorant si un domestique mécontent avait glissé quelque chose dans la boîte. L'expérience prit fin en 1798 lorsque Paul ouvrit la boîte et y trouva une caricature de lui-même, ce qui ne le fit pas rire du tout. Il fit retirer la boîte et murer la fente. 3 ans plus tard, en mars 1801, il fut tué dans sa chambre par un groupe de nobles et d'officiers. Il avait donc raison d'être paranoïaque à l'idée d'être assassiné. La boîte jaune n'a duré qu'environ 2 ans, mais la longue ombre qu'elle a projetée sur l'histoire russe s'étend jusqu'au goulag et au-delà. C'est comme Zigzag, alias Eddie Chapman, un criminel devenu le plus célèbre agent double britannique de la Seconde Guerre mondiale. Avant la guerre, Eddie Chapman dirigeait le Jelly Gang, nommé pour leur usage de gélinite pour ouvrir des coffres-forts. En 1939, il était l'un des hommes les plus recherchés de Grande-Bretagne. Il a tenté d'échapper à la justice en fuyant à Jersey, mais les Allemands ont ensuite envahi l'île. Chapman, voyant une opportunité, s'est rendu au bureau du commandant allemand pour proposer ses services comme espion. Les renseignements allemands ont cru son histoire et, après un an d'entraînement, il a été parachuté en Angleterre en décembre 1942. Sa mission, détruire l'usine de Havilland à Hatfield, où les Britanniques fabriquaient les bombardiers Mosquito. Mais Chapman avait d'autres plans. Dès son arrivée en Grande-Bretagne, il s'est rendu et a proposé de travailler pour le MI5. Les Britanniques ont accepté, mais cela les a mis dans une position délicate. Pour garder sa couverture, il devait prouver aux Allemands qu'il avait détruit l'usine. Ils ont donc simulé l'explosion. Des décorateurs sont venus à Hatfield et ont recouvert l'usine de débris en papier mâché et de bâches pour simuler des dégâts de bombes. Un journaliste a fait publier un article dans le Daily Express sur une attaque de sabotage. Des avions de reconnaissance allemands ont survolé la zone, photographié les décombres et déclaré la mission réussie. Chapman est rentré en Allemagne en héros. L'Abwehr lui a donné 110 000 Reichsmark et lui a décerné la Croix de Fer, faisant de lui le seul citoyen britannique jamais décoré par l'Allemagne nazie pour espionnage. Sa deuxième mission en juin 1944 a eu lieu juste après le jour J. Les Allemands voulaient savoir avec quelle précision leur bombe volante V1 touchait au Londres. Chapman a transmis de fausses coordonnées, affirmant que les roquettes dépassaient la ville. Les Allemands ont alors réduit leur portée. Les roquettes suivantes sont tombées dans la campagne au sud de Londres plutôt que dans les rues, sauvant ainsi de nombreuses vies britanniques. Chapman a pris sa retraite à la fin de 1944. Il a reçu 6 000 livres et une grâce pour ses crimes commis avant la guerre. Il a vécu jusqu'en 1997, son histoire n'ayant été déclassifiée qu'en 2001. Il n'a eu aucune reconnaissance officielle de la Grande-Bretagne et n'a reçu que la Croix de Fer comme médaille. Merci encore à Supremacy World War III d'avoir sponsorisé la vidéo d'aujourd'hui, gratuit sur PC et mobile. Cliquez sur le lien dans la description ou le commentaire épinglé. Pendant 30 jours, les nouveaux joueurs reçoivent gratuitement le Elite Railgun, valeur $40.